Je salue les téléspectateurs de Amani TV, que je remercie de m'avoir invité pour leur parler de ce personnage méconnu, mais qui a une vie, comme on le verra, extrêmement dense, extrêmement riche, et qui est une des figures de l'histoire de l'Afrique, et notamment du processus qui va mener à son indépendance. Avec l'implication massive des Afro-Américains dans la guerre, vous allez la voir à la fin de la Première Guerre mondiale, et notamment lorsque il va y avoir donc le congrès de Versailles qui va aboutir sur la fin des hostilités. Eh bien, les Afro-Américains, notamment sous la houlette de Webb Du Bois, qui veulent que les promesses qui ont été faites aux Américains, aux Afro-Américains, soient matérialisées, vont également donc venir peser. Et c'est à cette occasion que sera organisé en France le premier congrès panafricain. J'insiste bien sur l'appellation parce que en 1900, à Londres, il y avait eu une première conférence panafricaine qui s'était tenue, mais le premier des congrès panafricains, il y aura ensuite le deuxième congrès panafricain, le troisième, le quatrième, et puis le fameux congrès de Manchester après la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, ces congrès panafricains vont être organisés donc sous la houlette de Webb Du Bois, vont être organisés en France dans la période de l'entre-deux-guerres. C'est également à cette époque-là, donc on a tout le courant emmené par Webb Du Bois avec la NAACP, si on traduit en français, hein, l'association pour l'avancement des gens de couleur, hein, si on traduit littéralement, eh bien vous allez avoir une autre figure qui est connue aujourd'hui, surtout, je dirais, grâce à Bob Marley et au reggae, qui est la figure de Marcus Garvey, qui, lui, de son côté, crée une association connue sous les sigles UNIA, l'association universelle pour l'avancement des Noirs. Alors vous voyez bien, quand on regarde ces deux associations, déjà on voit une ligne de démarcation. Du Bois est à la tête d'une association, je dirais, où les gens se revendiquent comme des gens de couleur, hein, une appellation qui est très discutée, alors que Marcus Garvey crée une association qui vise à l'émancipation des Noirs, et on pourrait même dire que c'est l'utilisation du mot nègre qui est utilisé. À la fin, toujours de cette Première Guerre mondiale, dans ce contexte véritablement de reconfiguration géopolitique du monde, vous allez avoir toute une série de mouvements d'émancipation des peuples colonisés qui vont voir le jour, et notamment tout ce que l'on appelle les mouvements pan. Donc j'ai déjà parlé des mouvements panafricains ou panafricanistes et des mouvements panègres, mais à la même période, vous allez avoir la naissance du panarabisme, donc pareil, hein, les peuples arabes, alors globalement sous tutelle coloniale, principalement de la Grande-Bretagne, où un certain nombre de gens originaires de différents pays vont estimer nécessaire de s'organiser pour faire valoir leurs revendications, encore une fois, à l'échelle panarabe et non pas dans des territoires particuliers. En Asie, vous allez avoir la naissance d'un mouvement également, un mouvement panasiatique, donc avec des Japonais, des Chinois, etc., qui vont estimer nécessaire de s'organiser dans ce cadre plus vaste pour faire valoir les revendications des peuples asiatiques. Mais ça ne s'arrête pas à cela. Vous avez également en Europe, à la même période, la naissance de mouvements panslaves, donc qui vont viser à organiser les peuples slaves qui sont présents en Europe. Donc, il y a toutes ces dynamiques
en fait, qui sont encouragés, encore une fois, d'un côté par les déclarations de Woodrow Wilson, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le triomphe de la révolution russe, qui met en avant le droit des peuples de l'Empire tsariste à disposer d'eux-mêmes, et dans, je dirais, le sillage de la victoire de la révolution russe, eh bien, il va y avoir immédiatement après la guerre la création de l'internationale communiste, donc qui va réunir l'ensemble des partis communistes du monde, et une des conditions pour adhérer à l'internationale communiste, c'était pour les partis qui souhaitaient y adhérer, la reconnaissance des droits des peuples, des colonies, également à leur émancipation. Donc voilà le contexte à la fois, je dirais, pendant la guerre et dans l'immédiate après-guerre, dans lequel va évoluer quelqu'un comme Lamine Senghor et les camarades avec lesquels il va être impliqué dans des luttes, alors qu'ils vont être à la fois des luttes politiques, fédérées autour de leur appartenance au mouvement, au Parti communiste français et plus globalement à l'internationale communiste, des luttes sociales, des luttes syndicales. Lamine Senghor sera un militant de la CGTU, donc qui était la CGT affiliée au Parti communiste français. Ils seront engagés dans les luttes anticolonialistes, donc là encore dans le cadre d'une structure qui s'appelle l'Union intercoloniale et qui est l'UIC et qui est véritablement le creuset dans lequel vont se retrouver les principaux leaders qui vont conduire les luttes anticolonialistes immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale et au-delà. Ce qu'il faut savoir, c'est que, eh bien, dans cette union intercoloniale, donc qui évoluait dans l'orbite du Parti communiste français, eh bien, vous avez quelqu'un comme Ho Chi Minh, qui va être le père de l'indépendance du Vietnam, qui est en France à cette époque-là, pour les Indochinois. Vous avez, pour les Nord-Africains, quelqu'un comme Messali Hadj, qui va créer un parti politique qui s'appelle le Parti du peuple algérien, qui va être à l'origine du nationalisme algérien, même si par la suite il va être supplanté par la création du Front de Libération Nationale, le FLN, mais il va être... Et vous allez avoir la même chose chez des Tunisiens, chez des Marocains. Donc l'ensemble des originaires de l'empire colonial français, engagés dans la lutte pour l'émancipation de leurs peuples respectifs, vont se retrouver dans ce creuset, l'Union intercoloniale, qui va être une école de formation, qui va être un cadre d'organisation, qui aura un journal, au titre très évocateur, puisque ce journal s'appelle Le Paria. Donc pour bien montrer en fait quel était le statut qu'avaient les peuples colonisés, quels que soient les territoires auxquels ils appartenaient, le statut qu'ils avaient dans l'empire colonial, le statut de paria. Et donc c'est dans ce cadre que immédiatement après la fin de la Première Guerre mondiale, donc au sein de l'Union intercoloniale, qui était divisée en sections. Donc il y avait une section des Indochinois, il y avait une section Afrique du Nord, mais il y avait également une section que l'on appelait vieille colonie, c'est-à-dire la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, et puis les gens originaires notamment d'Afrique, à la fois d'Afrique occidentale mais également d'Afrique centrale, colonisée par la France, donc vont se retrouver, ils vont créer leur section qui va s'appeler section de l'AOF parce qu'il y aura principalement des gens originaires de l'AOF,
mais ils vont s'y retrouver également avec des malgaches. Rapidement, sous l'influence de cette osmose qui est créée par leur appartenance commune à l'empire colonial français, et sous l'influence aussi donc des idéaux véhiculés par Du Bois, par Marcus Garvey, idéaux qui ont été véhiculés en français, notamment à travers un journal qui s'appelait Les Continents et qui avait été mis en place par quelqu'un qui était originaire de l'actuel Bénin, à l'époque coloniale le Dahomey, et qui s'appelait le prince Kodjo Tovalowenu. Et Kodjo Tovalowenu traduisait des articles publiés dans The Negro World, le journal publié par Marcus Garvey, il les traduisait en français, et donc ça a également contribué à véhiculer donc les idéaux pan-nègres, les idéaux panafricanistes parmi ces Africains qui se sont retrouvés dans la France de l'entre-deux-guerres, donc à la fois influence des idéaux panafricanistes, influence des idéaux communistes, va amener, notamment sous la houlette donc, de Lamine Senghor et d'un de ses camarades de combat, Tiemoko Garane Kouyaté, qui venait donc du Soudan français de l'époque, l'actuel Mali, eh bien, ils vont créer, à un certain moment, l'union intercoloniale va être en perte de vitesse, notamment parce que Ho Chi Minh va quitter la France pour repartir en Indochine. Il va y avoir un certain nombre de problèmes au sein de l'union intercoloniale. Et donc, Lamine Senghor et ses camarades vont créer une première organisation qui s'appellera le Comité de défense de la race nègre, le CDRN, qui va avoir un journal qui va s'appeler La Voix des Nègres. Et alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il ne faut pas oublier, hein, cette organisation et ce journal sont créés en 1926, donc bien avant l'émergence du mouvement, notamment littéraire, hein, qui va être connu sous l'appellation du mouvement de la négritude, avec les Léopold Sédar Senghor, les Aimé Césaire et autres. En 1926, dans ce journal La Voix des Nègres, eh bien, Lamine Senghor va rédiger un article qui s'appelle « Le mot nègre » et dans lequel il revendique l'utilisation du mot nègre, dans lequel il dit que c'est un mot qui a été traîné dans la boue, c'est un mot que l'on utilise donc pour dévaloriser tous les Africains ou les gens d'ascendance africaine, et dans lequel il dit que donc nous revendiquons l'utilisation du mot nègre comme un drapeau. Et donc c'est toute la problématique, je dirais, de la négritude qui est anticipée par cette organisation, par ces gens qui ne sont absolument pas des intellectuels. Lamine Senghor a appris à lire, lire et écrire très certainement lorsqu'il était à l'arrière, lors des périodes de repos, puisqu'il a ensuite trouvé un emploi comme employé de la Poste en France. Tiemoko Garane Kouyaté a un profil un peu plus différent. Il avait été envoyé en France, à Aix-en-Provence, où il y avait une école dans laquelle on formait donc l'élite des enseignants qui devaient ensuite opérer dans les territoires africains sous domination française. Et Tiemoko Garane Kouyaté sera exclu de l'école normale d'Aix-en-Provence, justement parce que là-bas, il va tenter d'organiser les Africains qui y étaient, sur les bases dont j'ai parlé, autour de cette problématique de l'indépendance nationale.
Et chose extrêmement importante à noter, hein, très souvent lorsque l'on parle du processus ayant conduit les pays, notamment sous domination coloniale française, à être indépendants en 1960. Donc on parle du fameux congrès de Bamako du RDA en 1947 et on en fait le symbole, le point de départ de la lutte pour l'indépendance, mais dans ces années, on trouve dans les archives, je pense que c'est une correspondance qui est datée de 1921, d'un Sénégalais qui s'appelle Massen Ndiaye, qui écrit à son jeune frère, qui est élève également à l'école normale d'Aix-en-Provence, et qui lui dit que c'est à vous, vous qui êtes les intellectuels, vous êtes les intellectuels africains, c'est vous qui devez prendre en charge la lutte pour l'indépendance. Et c'est le mot indépendance est écrit noir sur blanc dans cette correspondance. Donc on est en 1921, près de 25 ans, près d'un quart de siècle, hein, avant la naissance du Rassemblement démocratique africain qui mènera effectivement la lutte pour l'indépendance des colonies sous domination française après la Seconde Guerre mondiale. Mais ce combat a pris naissance immédiatement après la fin de la Première Guerre mondiale. Alors, des gens comme notamment Lamine Senghor, comme Timoko Garane Kouyaté, mais notamment Lamine Senghor, il va être impliqué dans les luttes contre la guerre du Rif. Il ne faut pas oublier qu'en 1925, il y a eu, sous la houlette de l'émir Abdelkader, un soulèvement des populations du Rif. Le Rif, c'est la région qui se trouve au nord du Maroc. Et donc, la France a mobilisé des troupes, notamment a mobilisé des tirailleurs sénégalais pour aller écraser la révolte des Rifins. Et sous la houlette du Parti communiste français, il y a toute une campagne qui a été menée en France contre la guerre du Rif. Et Lamine Senghor va participer à cette bataille contre la guerre du Rif. Et donc il va être, avec ses camarades, impliqué dans toutes les luttes anticolonialistes de l'époque. Donc 1926, il crée cette organisation, le comité de la race nègre, avec son journal La Voix des Nègres, qui va rassembler... Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette organisation, comme son nom l'indique, vous voyez bien qu'on ne parle pas d'un comité de défense des Africains ou d'une organisation, je dirais, pour l'émancipation des peuples africains. C'est, encore une fois, une organisation politique qui veut lutter pour l'émancipation on dirait, des Africains et des Afro-descendants. Au sein du comité de défense de la race noire, de la race nègre, pardon, on retrouve aussi bien des Antillais, des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Haïtiens, des Guyanais, des Réunionnais, des gens qui viennent d'Afrique occidentale française, des gens qui viennent donc de l'Afrique équatoriale française, hein, l'Afrique francophone correspond aujourd'hui à l'Afrique centrale. Donc ils vont se retrouver tous ensemble dans cette organisation. Et très rapidement, il va y avoir des batailles idéologiques au sein de cette organisation. Pour faire vite, je dirais, entre deux courants. Un courant politique qui veut se battre pour l'assimilation. Donc, l'objectif du combat, c'est de faire en sorte que les peuples africains qui sont dominés par la France, eh bien, qu'ils puissent accéder à ce statut de citoyen français. Donc, c'est un courant. Et puis, l'autre courant qui veut se battre carrément pour l'émancipation totale de ces peuples, et notamment des peuples africains, et donc pour l'indépendance de ces colonies. Ce second courant, bien entendu, étant, je dirais, idéologiquement proche ou animé par des militants communistes. Et donc, ça va amener, encore une fois, donc des
des batailles idéologiques au sein de cette organisation, et il va y avoir une scission, et notamment la création d'un autre comité qui, lui, s'appellera Comité de défense de la race noire. Donc vous voyez déjà la démarcation, le courant assimilationniste, lui, va plutôt choisir cette étiquette et laisser Lamine Senghor et ses camarades mener la lutte au sein du comité de défense de la race nègre. Et puis finalement, les batailles idéologiques vont affaiblir cette organisation, et Lamine Senghor et Tiemoko Garan Kouyaté vont créer une seconde organisation qui s'appellera cette fois-ci la Ligue de défense de la race nègre, toujours, et qui aura son organe qui s'appellera le cri des nègres. Le premier journal s'appelait La Voix des nègres, le second journal va s'appeler Le Cri des nègres. Alors la semaine prochaine, dans un prochain épisode, nous allons continuer à vous parler donc des luttes, encore une fois, qui ont été menées par ces pionniers méconnus de la lutte anticolonialiste, et notamment ces pionniers africains méconnus des luttes pour l'indépendance.